Fabien Bouglet. Bonjour Martial Bild. Vous êtes expert en politique énergétique, vous êtes chef d'entreprise, homme de conviction, de combat. Et votre premier combat, un de vos premiers combats, fut celui de dénonciation des illusions des énergies renouvelables. Et donc, avant de parler de ce nouvel ouvrage qui vous amène Nucléaire, les vérités cachées, en vente sur le site TV Liberté, dans la boutique officielle de TV Liberté. Avant donc de parler du nucléaire, on en était resté donc, je le disais à l'instant, lors de votre dernier passage à TV Liberté, sur la dénonciation des éoliennes, et face à ce que vous appelez la marée noire de cette transition écologique. Vous avez été entendu. La fronde anti-éolienne a pris de l'ampleur. J'ai même entendu Stéphane Bern qui parlait de supercherie. Vous avez été entendu, c'est une première victoire. Tout à fait. Stéphane Bern, qui ne se cache pas avoir remis à Brigitte Macron mon livre « La face noire », éolienne, la face noire de la transition écologique. Oui, j'ai dit la marée noire, la face noire. Ça aurait pu être la marée noire aussi, d'ailleurs. C'est une forme de marée noire. C'est vraiment une pollution visuelle, une pollution des paysages et puis une destruction de cadre de vie de nos concitoyens. Et effectivement, en 2019, j'avais publié cet ouvrage qui a eu énormément de succès, succès de librairie, atténué par le Covid, parce que 4 mois après, il y a eu le Covid, donc je ne pouvais plus faire de conférences, mais les conférences dans la France entière montrent un marasme généralisé de nos concitoyens face à cette dictature écologique d'installation des éoliennes où, progressivement, dès que les personnes utilisent des voies de recours, eh bien, on leur supprime les voies de recours. On a supprimé le premier degré de juridiction pour nos concitoyens lorsqu'ils faisaient recours. Ils vont directement à la cour administrative d'appel. Et l'objectif, c'est demain de supprimer même la cour administrative d'appel. Donc, on voit progressivement, on détruit et on assiste à une forme d'autoritarisme écologique. Et en réalité, justement, j'ai cherché à essayer de comprendre à quoi était liée cette espèce de mafia éolienne, puisque dans mon premier livre, je dénonce la mafia. Il y a même l'infiltration de la mafia dans le secteur énergétique éolien avec le blanchiment de l'argent sale, tout ça est documenté. Et j'ai voulu comprendre, parce que beaucoup de questions m'étaient posées dans les campagnes sur justement le nucléaire. Parce que souvent, les promoteurs éoliens nous disaient « mais vous êtes anti-éolien, donc vous êtes pro-nucléaire ». C'était une phrase qui revenait un peu comme un serpent de mer. Et donc, je me suis dit finalement, il faut s'intéresser au nucléaire et essayer de comprendre. Est-ce que les fake news diffusées par les promoteurs éoliens et l'industrie éolienne n'étaient pas en corrélation aux fake news diffusées sur le nucléaire, qui, je le rappelle, est une source d'électricité qui représente 70% de notre mix électrique, c'est-à-dire qu'une source très importante et qui assure à nos concitoyens un confort électrique majeur et une indépendance énergétique. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu rédiger, pendant cette période du Covid, ce livre « Nucléaire, les vérités cachées » face à l'illusion des énergies renouvelables. Parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre le sujet des éoliennes et des énergies renouvelables sans comprendre la question de la politique énergétique nucléaire de notre pays. Illusion des énergies renouvelables, mais ces éoliennes, elles poussent partout. Est-ce que vous pensez que demain, dans un futur proche, on procédera au démantèlement de ces éoliennes ? Bien sûr. C'est une évidence. Barbara Pompili nous parle d'un éolien raisonné, c'est-à-dire on fait passer la pilule et puis on demande au préfet de trouver des zonages de ces éoliennes avec des conditions améliorées. Mais il n'y a qu'un éolien raisonné, Martial Bild. L'éolien raisonné, c'est l'éolien démantelé. Je pense qu'à terme, on arrivera à la fin de cette imposture des éoliennes. D'une part, on arrêtera définitivement d'installer toute éolienne en mer et sur terre. Et à terme, alors je n'irai pas aussi loin que Marine Le Pen qui veut les enlever tout de suite parce qu'on aurait une perturbation du réseau électrique. Et avec mes relations avec les ingénieurs, on a étudié cette phrase qui nous semblait un peu excessive. Je dirais plutôt un plan à 5 ans, mixant justement le développement des petits réacteurs modulaires et le déploiement et l'enlèvement des éoliennes au fur et à mesure. On ne peut pas enlever du jour au lendemain les éoliennes parce qu'autrement, on créerait des blackouts et je pense que nos concitoyens nous le reprocheraient. Tant pis pour nos paysages. Ceci nous amène à ce nouveau Non, mais ça, livre. on le fera sur 5 ans. On le fera progressivement. On n'est plus à ça près. Ceci nous amène à ce nouveau livre qui combat, là encore, les idées reçues, souvent véhiculées, vous le dites, par ceux qui vivent du développement des énergies renouvelables. On se dit
pardonnez-moi, mais qu'après avoir abattu les éoliennes, Bouglet vient nous vendre le nucléaire, c'est cousu de fil blanc, c'est un agent. C'est un agent du lobby nucléaire. Voilà. Bien sûr, d'ailleurs je le mets dans mon avant-propos. C'est pour ça que je souhaite que vous me répondiez aussi, parce que ça va de soi. Ça va de soi. Combat l'éolien parce qu'il nous refourgue le nucléaire. Eh bien, je vais vous dire, c'est très simple. Quel est le plus grand lobby éolien en France? C'est le lobby du nucléaire. EDF est le principal lobbyiste des éoliennes. Iberdrola, des réacteurs nucléaires. Engie est le principal producteur d'électricité nucléaire en Belgique. Je ne vois pas comment les principaux lobbyistes de l'éolien, qui sont les lobbyistes du nucléaire, viendraient financer un Bouglet qui dit tout à fait le contraire de Lévy, puisque aujourd'hui, les lobbyistes de l'EDF, les lobbyistes de la Société française de l'énergie nucléaire, sont tous pour un complément nucléaire éolienne. Écoutez bien le discours de la Macronie et écoutez bien le discours d'un Lévy. Eux, ils plaident pour un complément. Or, moi, je suis contre un complément. Je suis pour la fin des énergies renouvelables et je suis pour un tout nucléaire. Je suis presque, en quelque sorte, beaucoup plus nucléarophile que la filière nucléaire elle-même. Donc, je ne vois pas comment ils pourraient me financer. Néanmoins, vous dites, je ne suis propriétaire d'aucune action ou obligation dans un compte-titre lié à l'industrie nucléaire. Il est nécessaire de faire ce rappel. Tout à fait, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas assez de déclarations d'intérêt. Je pense que globalement, les associations que j'ai citées dans mon livre ne font jamais de déclaration d'intérêt. Negawatt, par exemple, et on a trouvé sur le site internet le fait qu'il est financé par des promoteurs éoliens ou par un fabricant d'éoliennes. Lorsqu'ils interviennent dans les médias, ils ne disent pas « nous sommes financés par les promoteurs éoliens ». Greenpeace a fait des partenariats avec les principaux fabricants d'éoliennes, et en particulier Vestas. WWF a des partenariats avec les 2 syndicats de promoteurs éoliens. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère nouvelle où on doit faire des déclarations d'intérêt, et ça me semble opportun, parce que, évidemment, le discours que l'on a et la liberté que l'on a, et notamment la liberté que j'ai sur mon bouquin, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, à ce stade, je n'ai jamais été payé par une quelconque filière pro-nucléaire, qui aujourd'hui, comme je vous le disais, est pro-éolienne. Voilà, mais en 2021... c'est quand même surprenant de se dire que l'énergie nucléaire, c'est politiquement acceptable. Politiquement correct, pas encore, mais politiquement acceptable, en dehors du Japon et de l'Allemagne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi ces dogmes sautent? Alors, d'abord, ça, c'est une question très intéressante. Moi, j'ai donc signé avec mon éditeur les éditions du Rocher en janvier, et on était dans une période où même mon éditeur se disait, il va falloir faire attention quand même sur ce thème. Et puis, on a eu progressivement le débat sur la taxonomie européenne. En avril 2021, le comité des experts de l'Union européenne a dit qu'il n'y avait aucune opposition à ce que le nucléaire intègre la liste des activités vertes. Ce qui a fait d'ailleurs un scandale auprès de Greenpeace. Mais ce n'était pas le fruit du hasard. C'est-à-dire qu'en 2018, suite à la COP21, le GIEC a promulgué un rapport sur les enjeux climatiques et a dévoilé que dans tous les scénarios, il fallait développer le nucléaire. Le scénario le plus faible, d'ici 2050, multiplication par 2 du nombre de centrales nucléaires. Le scénario le plus important, multiplication par 6 des centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aussi contradictoire que ça puisse paraître, l'enjeu, c'est la fin des énergies fossiles qui représentent 70% de nos émissions de gaz à effet de serre. L'étude d'Harvard a établi, par exemple, que le charbon et les énergies fossiles produisaient 10 millions de morts par an. C'est considérable. Et donc, si vous voulez, globalement, on est en train de se rendre compte que, en fait, le nucléaire, par son côté décarboné, était vertueux pour l'environnement, si tant est qu'on ait besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans cet objectif de réduction de gaz à effet de serre, ce que dit le GIEC, c'est quand même important. Et donc, en fait, toutes les associations environnementales du type Greenpeace, WWF, se retrouvent en étant anti-nucléaires à devenir pro-éoliennes, mais compensées par les énergies fossiles, et donc devenir des agents de l'énergie fossile. Et c'est tout à fait intéressant parce que un des grands écologistes américains qui a été un des conseillers de Barack Obama, qui était favorable aux énergies renouvelables, a fait son coming out pro-nucléaire en disant qu'en réalité,
tous les antinucléaires étaient inféodés au lobby des énergies renouvelables, associés au lobby des énergies fossiles. Et en fait, de ce courant-là, vous avez eu énormément d'interventions d'écologistes historiques antinucléaires, comme par exemple Yann Arthus Bertrand, qui a fait son coming out en juillet dernier en disant « J'ai été très antinucléaire, je le suis moins maintenant, et il faut aller beaucoup plus vite sur cette question. » Et donc, en fait, on est en train de voir, même Val, le patron de Charlie Hebdo, et en fait, on est en train de voir un courant de pensée à droite, rejoint par une certaine gauche, à dire, en fait, le nucléaire, ça peut sauver la planète, et c'est vertueux. Ça peut sauver la planète, c'est vertueux. Néanmoins, et pardonnez-moi de rester sur mon antinucléaire des années 80, mais me faire l'avocat du diable surtout, on ne peut toujours pas dire que c'est une énergie nette ou une énergie propre, pardon, ou une énergie verte, je vais y arriver, ni verte ni propre. C'est ce que dit l'Allemagne, c'est ce que dit l'Autriche, c'est ce que dit le Danemark, c'est ce que dit le Luxembourg, c'est ce que dit l'Espagne. Je veux dire, voilà. Vous citez là tous les fabricants d'éoliennes. L'Allemagne avec l'Espagne, le Luxembourg, c'est la plateforme financière des éoliennes. Donc tous ces acteurs-là sont des acteurs qui ont développé un marché des énergies renouvelables, déjà, tout d'abord. Ensuite, concernant la propreté, il faut savoir qu'une centrale nucléaire, ça émet de l'eau et ça fabrique de l'électricité avec de la vapeur d'eau. Ça, on ne le dit pas assez. C'est pas le nucléaire qui fait une sorte de chaleur. Non, on fait chauffer de l'eau. Cette vapeur d'eau, je ne rentre pas trop dans les détails, conduit à la fabrication d'électricité. Et ces tours de réfrigération produisent une simple vapeur d'eau. Il n'y a aucune émission de gaz à effet de serre. La seule difficulté, c'est qu'à l'issue, on récupère ce qu'on appelle des déchets radioactifs. Oui. On a deux types de déchets. Et ils s'entassent partout. Alors, il y a des déchets qui est l'uranium appauvri, qui n'est pas un déchet, parce qu'il peut être réutilisé. Et puis, on a les déchets, ce qu'on appelle haute activité, qui sont radioactifs. Et ces déchets représentent 0,2% de la totalité des déchets et 95% de la radioactivité. C'est 4000 mètres cubes, c'est-à-dire un bâtiment de 20 mètres par 20 mètres par 10 mètres. Et ça, personne ne le dit. Parce que Greenpeace nous dit... Ils s'entassent partout, c'est ce que dit Greenpeace. Oui, c'est Greenpeace. Ils ont tort, parce qu'en fait, ils parlent des 1,6 million de mètres cubes, dont 92 à 93% vont avoir leur radioactivité supprimée à très court terme. Et ça, ce sont les documents de l'ANDRA, qui est la structure de gestion des déchets nucléaires. Donc en réalité, les déchets nucléaires les plus dangereux, c'est 3% de la totalité de ces déchets, 44 000 mètres cubes, et ils vont être entreposés à Cigéo, à Bure, et surtout, ce qui est essentiel, c'est que nous avons eu en 2018, là c'est pareil, c'est une vérité cachée, un prix Nobel de physique français. Il s'appelle Gérard Mourou. C'est celui qui a eu le prix Nobel de physique à cause de ces lasers à haute impulsion qui permettent de restaurer les yeux, toutes les opérations des yeux. Et cette innovation va avoir des conséquences incroyables pour la transmutation des déchets nucléaires, c'est tout à fait passionnant, qui va permettre de diminuer cette radioactivité de quelques dizaines, voire centaines de milliers d'années, à quelques centaines, voire quelques dizaines d'années, ce qui fait que globalement, dans les prochaines années, on aura des solutions pour réduire cette radioactivité des déchets très importants. Sans compter le fait que, dans le cas d'Astrid, qui est le réacteur à neutrons rapides, qu'avait supprimé Emmanuel Macron en 2019, eh bien ce réacteur à neutrons rapides, qui est une innovation française majeure, on peut réutiliser les déchets nucléaires pour produire 100 fois plus d'électricité que nos réacteurs classiques. Donc en fait, on a là un boulevard scientifique, un boulevard de recherche absolument extraordinaire pour régler ce problème. Enfin, dernier point, parce que ça c'est important, la radioactivité c'est pas sale. La radioactivité ça existe tous les jours dans notre environnement. Dans les terres granitiques, vous avez des émissions de radioactivité. Quand on fait une radio des poumons, on a 10 millisieverts de radioactivité. La vie, c'est la radioactivité. Quand on va au soleil, on touche, on reçoit des irradiations. Donc, c'est quelque chose de naturel. Et l'un des éléments de langage des antinucléaires, ça a été de considérer que c'était quelque chose d'artificiel et sale. Mais ça existe. C'est comme l'eau. Si on boit de l'eau en petite quantité, on n'a pas de problème. Si on boit 10 litres d'eau en même temps, on a quelques soucis. Je vais poursuivre quand même, si vous me permettez, avec ma voiture, mon petit autocollant nucléaire non merci. Vous voyez, ça doit vous rappeler quelque chose. Tout à fait. Vous me dites, c'est vert, c'est propre. Les déchets, c'est une peur irrationnelle. C'est le terme qui est utilisé, oui. Vous reprenez d'un géologue. Bon, allez.
Je vous en donne acte. Mais convenez avec moi qu'en cas d'accident, alors c'est l'énergie qui devient la plus dangereuse. Tchernobyl et Fukushima sont là pour nous le rappeler. J'ai toujours mon autocollant. Alors là-dessus, 2 éléments très importants. Il y a des études internationales de l'OMS qui ont été fixées, qui ont établi que le nucléaire était le mode de production de l'électricité le moins mortel par térawattheure produit. Le plus mortel, vous l'avez compris, c'est le charbon. 100 morts par térawattheure produit. Nucléaire, 0,05 morts en intégrant Tchernobyl et Fukushima. En fait, le nucléaire, c'est comme un accident d'avion. C'est très spectaculaire, ça fait des belles images. On parle de l'accident d'avion à la télévision 20h, mais en fait, l'avion, c'est le moins mortel. Et le vrai mortel, c'est l'accident de moto. Et bien, c'est exactement le même problème. Le nucléaire, c'est très... on peut faire des belles images, on peut faire des films, comme le film Tchernobyl. Mais en réalité, c'est pas le mode d'électricité le plus mortel, c'est même le mode d'électricité le moins mortel. C'est ça qui est important. Et ça, là-dessus, je me base sur des études de l'OMS. Les éoliennes ne tuent pas. Ah, les éoliennes tuent. Il y a les décès liés aux éoliennes, l'entretien, les morts qu'il y a, parce qu'il ne faut pas savoir, dans les chantiers d'éoliennes en mer, il y a de nombreux morts. Pour ça d'ailleurs que ce sont des gars d'Europe de l'Est avec des délocalisations, on prend des repris de justice pour aller monter les éoliennes. Il ne faut pas croire que ce sont des gens... non, c'est vraiment... on prend... Il y a des morts, et les morts dans l'éolien, c'est les chutes liées aux éoliennes ou dans la construction, et les morts pour les panneaux photovoltaïques, c'est les incendies dans les exploitations. Et donc il y a une mortalité qui a été identifiée par l'OMS. Moi, je ne fais que... Il faut comprendre, Martial Bild, que dans mon livre, j'ai 500 sources documentées institutionnelles mondiales, de l'ONU, de GIEC, de spécialistes, des autorités onusiennes liées à la radioactivité. Les chiffres sont implacables. Est-ce que c'était quand même nécessaire, dans ce cas-là, de consacrer un chapitre argumenté sur la face cachée des ONG et lobbies antinucléaires? Vous dites quasiment que certaines ONG sont au service d'intérêts étrangers sur le sol français? Tout à fait. Moi, je pense, je vais vous dire très clairement, quand Greenpeace envoie un drone contre un réacteur nucléaire, c'est un acte qui n'est pas acceptable et qui devrait faire l'objet d'une dissolution. Greenpeace devrait être dissoute. C'est une association qui n'a rien à faire. D'ailleurs, Alain Juppé, aux 20h à l'époque, avait déjà dénoncé en se demandant quels étaient les financements. Tout récemment, il y a eu un reportage sur Arte sur les 50 ans de Greenpeace qui évoquait la relation entre l'Allemagne et Greenpeace France, Greenpeace Allemagne. Il faut savoir que Greenpeace Allemagne est un acteur fondamental en Allemagne. Et Greenpeace Allemagne fait partie de la liste de l'énergie wind, qui est la structure de l'industrialisation par les énergies renouvelables allemandes, qui dépend du ministère de l'Industrie et du ministère des Affaires étrangères en Allemagne. Donc il y a des corrélations extrêmement fortes. En réalité, vous avez sur notre sol un certain nombre d'ONG qui, j'en ai pas la preuve, mais travaillent en bonne intelligence avec le gouvernement allemand pour saper notre nucléaire, dénigrer notre nucléaire, pendant que le ministère de l'économie et le ministère des Affaires étrangères déploient un lobby allemand au sein du ministère de l'écologie, puisque j'ai dévoilé que l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui est un lobby dont le siège social est à Berlin au ministère de l'Industrie, eh bien, a ses locaux dans la direction générale de l'énergie et du climat français, qui est une structure du ministère de l'écologie. On a au ministère de l'écologie un lobby industriel éolien allemand qui vient agir. Alors qu'on ne vienne pas dire que c'est un lobby franco-allemand, puisqu'en réalité, l'Allemagne, c'est le fabricant, c'est l'industriel, et la France, c'est le client. Et plus on baisse notre part du nucléaire, plus on est obligé de disposer d'énergie renouvelable. Voyez comme on nous vend la transition énergétique, le scénario 100% renouvelable, qui veut dire zéro nucléaire. Et donc, on devient contraint avec les éoliennes allemandes, dont 65% sont installées sur le sol français. 65% des éoliennes installées en France sont d'origine allemande, 30% danoise, et 45% des sociétés qui fabriquent qui produisent l'électricité en France ont un actionnaire allemand. C'est-à-dire
si vous voulez, on est aujourd'hui totalement tenu par les renouvelables. Ce qui vous amène à un chapitre incroyable d'ailleurs, hein, dans les vérités cachées. Vous dites la guerre de l'Allemagne contre le nucléaire français. C'est pas un peu excessif, un peu vain. Nourhan Bichon. Écoutez, ce qui est tout à fait intéressant, j'ai depuis la sortie de mon livre, il y a 15 jours à peine, eh bien, il y a eu plusieurs articles dans la presse allemande et anglaise. Ça ne leur semblait pas problématique. La correspondante d'un grand quotidien allemand en France a fait un article sur le plan d'investissement d'Emmanuel Macron et finit son article par le fait que je souligne la guerre déclarée par l'Allemagne contre la France. Il faut savoir qu'actuellement, dans le cadre de la taxonomie, c'est-à-dire l'intégration dans la liste des activités vertes à la Commission européenne, il y a un lobbying d'enfer. Un jeu d'influence très important de l'Allemagne et des lobbies allemands pour empêcher que la France n'intègre son nucléaire. On a vraie guerre. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire, il faut le reconnaître, Bruno Le Maire fait un excellent travail. Il s'est exprimé publiquement. Il a signé une liste avec 10 autres États, une tribune en disant il faut l'intégration du nucléaire. Et pourquoi il faut l'intégration du nucléaire ? Pour la raison très simple que on l'a oublié, mais l'Union européenne telle que l'on connaît aujourd'hui a été créée en 1957 sur la base de la communauté économique européenne et sur la communauté économique de l'atome, dit traité Euratom. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'Union européenne s'est créée sur une coopération industrielle dans le domaine atomique. Et si l'Allemagne veut supprimer la place de l'atome dans l'Union européenne, eh bien, elle crée un choc systémique qui peut remettre en cause l'Union européenne, tout simplement. Moi, je le dis simplement, si l'Allemagne continue ses velléités guerrières contre notre pays, elle a le choix. Soit on continue l'Europe et on intègre le nucléaire, et éventuellement même l'Allemagne suit notre modèle, parce qu'elle est quand même... Il faut rappeler que l'Allemagne est le moins bon élève de l'Union européenne qui émet 400 grammes par kilowattheure produit de CO2, alors que la France en émet 40 grammes. Donc on est quand même... L'Allemagne a le bonnet d'âne et nous, on est vraiment le meilleur élève. Eh bien, il faut que l'Allemagne suive le modèle français. Et c'est ça l'avenir. Il n'y a pas d'autre. Soit l'Allemagne capitule et arrête ses velléités guerrières et le nucléaire est intégré dans la taxonomie européenne, soit c'en est... Je dirais peut-être pas la fin, mais on va connaître des troubles importants dans l'Union européenne, entre nos deux pays en tout cas. Est-ce que c'est vrai que la baisse du nucléaire en Allemagne entraîne directement cette augmentation des prix de l'électricité en France notamment, et peut-être même des coupures peut-être? Alors tout à fait, vous soulignez le choc gazier auquel on est en train d'insister. Pourquoi il y a un choc gazier? D'abord, vous avez un choc gazier parce que la reprise post-Covid fait qu'on a une forte demande en électricité, qu'on a une très très faible activité, et comme l'Allemagne a beaucoup investi dans les renouvelables, ou l'Irlande par exemple, on a une très faible activité des éoliennes parce qu'il n'y a pas de vent en ce moment. Il y a plutôt eu un mauvais temps. Et en fait, comme on a cette faible activité des énergies renouvelables, eh bien on est obligé de faire fonctionner les usines au gaz et au charbon. D'ailleurs, par exemple, l'Irlande, qui n'a pas du tout de nucléaire, l'autre jour, émettait, avec 60% d'éoliennes et le reste en gaz, 8 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Et ce modèle-là fait que les autres pays de l'Union européenne, pas la France, sont très contraints avec le gaz et ça fait exploser la facture du gaz, la demande en gaz. Et le choc gazier que nous connaissons, c'est en partie, pas tout, parce qu'il y a d'autres critères géopolitiques avec Poutine, et dû à cette problématique de l'intermittence des éoliennes et des énergies renouvelables que nous ne connaissons pas, puisque heureusement, nous avons notre matelas nucléaire. Mais si on continue dans ce qu'a dit Mélenchon, et comme dirait Éric Zemmour, qui est de supprimer totalement l'intégralité de notre parc nucléaire, eh bien on assistera à quoi? Suppression de 400 000 emplois dans la filière nucléaire, destruction de notre troisième industrie française et explosion des factures d'électricité par la nécessité d'avoir des éoliennes couplées à du gaz. Et ce gaz sera contrôlé par l'Allemagne via Nord Stream 2, je l'évoque dans mon livre, Nord Stream 2 qui est un gazoduc qui est en train de raccorder le gaz russe à l'Allemagne. Dans ce cadre-là, la Russie joue sa partition, mais le plus vicieux dans l'affaire, si je puis dire, c'est l'Allemagne, parce qu'en fait, l'Allemagne veut devenir la structure de distribution du gaz russe en Europe. Et ça, on ne peut pas se laisser faire sur ce point-là.
Dernier point, mais voilà, c'est trop court. L'actualité vous donne raison enfin aussi sur le plan d'investissement technologique pour 2030 présenté par Emmanuel Macron. Il renforce la filière nucléaire et notamment le déploiement de petits réacteurs nucléaires. C'est la divine surprise. C'est une divine surprise. Ça s'est fait en 3 semaines. Effectivement, on a vu, d'après mes informations, on devait plutôt parler d'énergie renouvelable dans ce plan d'investissement. Et d'une heure à l'autre, on est passé au développement des petits réacteurs modulaires, qui sont ces réacteurs qu'on utilise dans les sous-marins nucléaires français, ou que la Russie a utilisé dans un brise-glace avec des petits réacteurs modulaires qui sont intéressants parce qu'ils permettent de sécuriser et puis de venir en un point de nos réacteurs nucléaires déjà en activité. Et donc, c'est assez amusant de voir qu'Emmanuel Macron, eh bien, et mes conclusions sont assez conformes, puisque je explique dans mes conclusions qu'il faut, à court terme, je dis bien à court terme, c'est pas la solution, les petits réacteurs modulaires, à court terme, développer cette filière de création de petits réacteurs modulaires. EDF a lancé les Neuward, qui est le petit réacteur modulaire. Alors, les écolos, là, Jadot, Roussel, etc., disent qu'on n'est pas du tout prêt. Ça fait 7 ans qu'on y travaille. On en a déjà dans les tuyaux. Donc, ça avance. Ce sera opérationnel, à mon avis, dans les futures années. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a une compétition mondiale avec la Chine, la Russie et les États-Unis sur ces petits réacteurs modulaires. Mais pour la France, ça n'est pas la solution. Il faut qu'on complète avec on arrête les énergies renouvelables et il faut qu'on complète avec des EPR en quantité et puis les réacteurs de nouvelle génération. On a là, moi je plaide pour un plan Messmer 2, c'est-à-dire un grand plan avec les 250 milliards qu'on arrête pour subventionner les énergies renouvelables. On en place 50, 80 milliards, ce sera à voir en fonction de l'audit qu'on fera, et qui permettra d'investir dans les différentes technologies et surtout de créer une Silicon Valley du nucléaire en France, c'est-à-dire que la France redevienne ce qu'elle a été avec une formation des ingénieurs, des ouvriers soudeurs et toute une filière qui est extrêmement prometteuse dans l'avenir pour notre industrie et notre souveraineté énergétique. Messmer, en rapprochement de Pierre Messmer et de Pompidou, le lancement de la filière nucléaire. Tout à fait. Pierre Messmer, qui, après le choc pétrolier, comme nous connaissons un choc gazier, avait développé et proposé à Pompidou, qui avait été ensuite développé par Valéry Giscard d'Estaing, qui là, pour le coup, avait été vraiment excellent, à développer ce déploiement de ces 58 réacteurs nucléaires qui nous servent aujourd'hui à avoir cette électricité que nous utilisons tous aujourd'hui, y compris les gens d'Europe Écologie, les Verts. Emmanuel Macron, vous allez voter pour lui en 2022 ? Ah, pas du tout. Pourtant. Non, politiquement, mon cœur est plutôt Fillon zémouriste, mais sur la question énergétique, moi, je fais du en même temps macroniste. Je suis à droite, à gauche, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Je travaille avec tout le monde. Je pense que là-dessus, il faut une union nationale. Et je suis très heureux, par exemple, d'avoir eu l'Humanité qui a fait une recension sur mon livre. Je pense que là-dessus, l'enjeu de souveraineté énergétique est trop important pour qu'on fasse de la basse politique politicienne. C'est dit. Nucléaire, les vérités cachées. Je vous invite à le lire parce que si vous êtes pour le nucléaire, vous y retrouverez des chiffres, des vérités imparables. Si vous êtes contre, ça vous amènera à réfléchir. C'est en vente à la boutique de TV Liberté où vous retrouvez aussi l'autre ouvrage sur les éoliennes. Merci Fabien Bouglet. Merci Martial Bild.